sont les perturbateurs endocriniens? Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui sont soit naturelles ou soit des substances de synthèse, c'est-à-dire des polluants chimiques ou des xénobiotiques, des substances qui sont étrangères à l'organisme, qui vont perturber les signaux qui sont assurés par les hormones endocrines, c'est-à-dire des hormones qui ont la particularité d'être véhiculées par le sang, produites par des glandes spécifiques, qu'on appelle des glandes endocriniennes, et qui vont se véhiculer à longue distance dans l'organisme, par exemple l'hypophyse qui va produire une hormone qui va agir sur les cellules sexuelles. La particularité du système endocrinien, c'est que ces molécules, ces hormones vont être capables de moduler l'expression des gènes et donc de commander l'activation de protéines ou d'inactiver la production de certaines protéines pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques la plupart du temps qui viennent brouiller finalement les signaux naturels du corps qui sont induits par les hormones endocriniennes naturelles. Voilà. Alors effectivement, lors des différentes recherches qui ont été faites depuis pas mal d'années, on a découvert que des substances chimiques qui au départ pensaient être totalement anodines, eh bien, avaient la capacité de pouvoir brouiller les communications en fait, entre les cellules. Et ça a commencé en particulier avec les pesticides, qui ont été les premières molécules qui ont été découvertes comme perturbateurs endocriniens avec le DDT par exemple dans les années 60. Et puis ensuite on a découvert que d'autres molécules comme les bisphénols, les parabènes, les phtalates. Alors en fait il y a tout un ensemble de catégories de perturbateurs endocriniens. Il y en a beaucoup dans les pesticides. Il y en a aussi dans certains éléments traces métalliques comme certains métaux. Par exemple l'étain. Le tributylétain, c'est un perturbateur endocrinien. Le bisphénol A, c'est quelque chose qui est connu puisque c'est en fait un additif qu'on met dans les plastiques pour donner des propriétés particulières au plastique et en particulier des propriétés de plastique transparent et dur. Alors, généralement, c'est dans les polycarbonates et dans les polychlorures de vinyle qu'on avait du bisphénol A. Pour la résistance des plastiques. Les phtalates, c'est l'inverse, c'est des molécules qu'on met dans les polymères de plastique pour assouplir le plastique. Donc c'est le cas par exemple des films plastiques qu'on met sur les aliments pour les emballer. Donc tout ce qui est plastique souple, tout ce qui est gaine de fil électrique, tout ce qui est tubulure pour les perfusions, etc. à l'hôpital, enfin les pochettes de plastique souple pour mettre les perfusions à l'hôpital, etc. Et puis évidemment les emballages alimentaires, où là il y a beaucoup de phtalates dans les emballages alimentaires, mais aussi dans les plastiques pour des jouets des enfants. On a aussi des phtalates qui posent des problèmes. Les parabènes c'est différent, les parabènes c'est plus dans les cosmétiques, parce que les parabènes sont des conservateurs, sont souvent des antioxydants, qui permettent de mieux conserver les cosmétiques. Et donc, alors les parabènes c'est compliqué parce qu'il y a des parabènes qui sont naturels et qu'on peut même retrouver dans des cosmétiques bio parce qu'ils font partie des ingrédients naturels. Et puis il y a des parabènes de synthèse évidemment qu'on rajoute et qui là effectivement peuvent avoir dans certains cas des effets perturbateurs endocriniens. Alors ce qu'on sait actuellement des phtalates, des bisphénols, c'est que de par leur structure, ils sont capables de leurrer des récepteurs hormonaux naturels qui sont plutôt à activité œstrogénique, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser les hormones féminines. Et donc le problème qu'on rencontre, c'est que pour faire simple, lorsque des femmes ont un surplus d'hormones féminines, on a des effets antagonistes. C'est-à-dire que ça provoque des problèmes de santé chez ces femmes parce qu'elles ont trop d'hormones alors que normalement les hormones doivent être à des concentrations très faibles. Et chez les hommes, c'est différent puisque les hommes ont un tout petit peu d'œstrogène, mais si on augmente la dose d'œstrogène, là on va vers la féminisation du mâle. Et là, on peut avoir en fonction des âges et de l'exposition des effets qui sont différents chez les petits garçons ou chez les adolescents.
Alors, il n'existe pas de perturbateurs endocriniens plus dangereux que d'autres. Hein. Le problème des perturbateurs endocriniens, c'est que bah, les hormones fonctionnent avec des concentrations extrêmement faibles, qui peuvent être de l'ordre du nanogramme par gramme ou du picogramme par gramme, donc 10-12 grammes. Donc vraiment des concentrations très faibles, et ce n'est pas la dose qui va nécessairement induire l'effet. Hein. Il n'y a pas de relation dose-effet avec les hormones, parce que en fait, ces hormones vont se fixer sur des récepteurs spécifiques. Donc en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est un peu comme si vous pensiez que chez vous, vous aviez une serrure ultra sécurisée où vous pouvez mettre qu'une seule clé, et puis vous découvrez que votre voisin avec sa clé réussit à ouvrir chez vous. Donc c'est ça en fait le problème qu'on rencontre. On pensait que effectivement il n'y avait pas de produits chimiques qui allaient être capables de leurrer nos récepteurs spécifiques hormonaux, et on se rend compte qu'il y a une multitude de molécules qui sont capables de faire ça. Donc ça, c'est un peu le mécanisme d'action. Alors, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens plus dangereux que d'autres, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui agissent sur la reproduction, qui induisent parfois même de la reprotoxicité. On a des perturbateurs endocriniens qui génèrent des malformations. On a des perturbateurs endocriniens qui agissent sur le neurodéveloppement et qui peuvent induire des neurotoxicités. Hein, donc il n'y a pas que les hormones sexuelles qui sont perturbées, il y a aussi des hormones qu'il y a au niveau des neurones. Et puis bon, il y a des tas d'autres systèmes de régulation, en particulier pour tout ce qui est métabolisme. Et on soupçonne beaucoup les perturbateurs endocriniens de favoriser l'obésité. On parle de molécules obésogènes. Et puis aussi de molécules qui sont capables d'induire par exemple des diabètes de type 2. Donc ces molécules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont perturber le métabolisme général de l'organisme, et elles vont aller désorganiser les signaux, ce qui vont faire que des personnes qui ne sont pas prédisposées à grossir et qui font de l'activité physique et qui mangent normalement, eh bien, peuvent être obèses. Alors ça, on a vu ça en particulier chez des jeunes enfants qui avaient une vie tout à fait normale, active et autres, et qui avaient des problèmes de poids importants à cause de ça. Est-ce qu'on va découvrir de nouveaux perturbateurs endocriniens? Bah oui, c'est le principe de la recherche scientifique, c'est de pouvoir justement évaluer les substances et voir si ces substances, elles ont des effets perturbateurs endocriniens. Alors la difficulté qu'on rencontre pour ça, c'est que on doit travailler à des doses vraiment très faibles, et on est limité parfois au niveau analytique, on est limité au niveau des méthodes pour pouvoir reproduire ça sur des animaux ou sur des organes. Et la recherche scientifique s'améliore d'année en année, donc c'est pour ça que maintenant on est en capacité de le faire. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas les moyens analytiques pour le faire. Alors sur la puberté et la fertilité, c'est là où on a commencé à découvrir justement les premiers effets perturbateurs endocriniens, en particulier avec le DDT, puisque le DDT et puis une autre molécule qui était un médicament qu'on appelle le diéthylstilbestrol, le DES, étaient des médicaments. Enfin, le DES est un médicament qui à la base était un anxiolytique. Non, c'était pas un anxiolytique, c'était un médicament qui réduisait les fausses couches chez les femmes qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Et on a découvert que ce médicament, quand les femmes l'ont prise, ça a induit des cancers de l'utérus chez ces femmes, et ça a induit des effets aussi sur leur descendance, c'est-à-dire sur leurs enfants. Alors, un élément que j'ai oublié de dire au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est que les perturbateurs endocriniens induisent des effets sur des individus, mais aussi sur la descendance des individus. Par exemple, ce diéthylstilbestrol, il a été pris chez des femmes qui ont été exposées pendant les années 50. Leurs enfants ont eu des malformations, les enfants de leurs enfants ont eu des malformations, et là on arrive à la 3e génération où il y a des conséquences parce que c'est l'arrière-grand-mère qui a pris le médicament, sans que les autres aient été exposés. Donc ça c'est aussi particulier, on n'a pas d'équivalent sur d'autres molécules, sur d'autres mécanismes d'action que les PE pour induire ça.
Alors par exemple, les jeunes garçons qui sont exposés au bisphénol A ou qui sont exposés au diéthylsylvestrol, qui sont des molécules très, très proches, eh bien, ça induit à la naissance un syndrome qu'on appelle le TDS syndrome, c'est-à-dire le syndrome de dysgénésie testiculaire, qui peut induire trois problèmes importants. La cryptorchidie, qui est la non-descente des testicules à la naissance. L'hypospadias, qui est le mauvais positionnement de l'urètre à la naissance. Et puis, à l'adolescence, des cancers du testicule. Donc effectivement, à la puberté, on peut avoir des effets qui sont dus finalement à une exposition in utero des enfants, enfin des fœtus, et avoir aussi, du coup, une augmentation d'infertilité chez les garçons et puis chez les filles. Alors pendant très longtemps, on pensait, que je vous l'avais dit, que l'infertilité était due principalement aux femmes, et en fait, on se rend compte que les garçons peuvent aussi être responsables de cette infertilité parce qu'on a des malformations des spermatozoïdes, et on a aussi des malformations des cellules qui sont au niveau du testicule, qui servent à, produire, les spermatozoïdes. Et donc, il y a une étude qui a été faite chez les Danois il y a quelques années qui montre que sur 50 ans, les garçons, les hommes ont perdu 50% de leur quantité de spermatozoïdes. Et donc ça, on pense que c'est lié justement à l'effet cocktail, c'est-à-dire au fait que dans notre vie quotidienne, on est exposé à plein de produits chimiques en même temps, qui pour certains peuvent avoir des effets synergiques, c'est-à-dire que les effets vont être plus importants quand les molécules vont être associées que lorsque les molécules vont être non associées. Et puis, on constate dans les études de biomonitoring que les individus humains en 2025, ils ont entre 30 et 80, voire parfois 100 types de produits chimiques différents. Alors à des concentrations très faibles, mais ces concentrations très faibles, elles sont parfaitement compatibles avec la perturbation au niveau des systèmes endocriniens. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens sur ce sujet-là. Autre possibilité de perturbation, c'est sur le neurodéveloppement, cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on a certains perturbateurs endocriniens qui vont interagir avec la glande thyroïde. Et la glande thyroïde génère des hormones thyroïdiennes qui sont directement impliquées dans le développement du cerveau. Et donc, on sait très bien que si on a des inhibitions d'hormones thyroïdiennes au moment de la production de la croissance du fœtus ou du nourrisson, eh bien, on peut avoir un développement cérébral qui est modifié, qui est ralenti. Et dans le développement cérébral de l'enfant, tout ce qui n'est pas réalisé ne sera jamais. Donc on va être dans ces situations-là. Causalité. Alors, la relation entre développement de cancer et perturbateurs endocriniens, parler de corrélation, c'est un peu compliqué de parler de corrélation. Par contre, dans certaines situations, effectivement, il peut y avoir des causalités. On ne voit pas trop à l'heure actuelle comment on peut expliquer l'augmentation aussi importante du nombre de cancers chez les adultes et chez les enfants que par l'exposition aux effets cocktails. Maintenant, est-ce que tout ça est dû aux perturbateurs endocriniens? Probablement pas. Mais les perturbateurs endocriniens, comme je vous l'ai dit, leur mécanisme d'action, c'est qu'ils vont être capables de moduler l'expression des gènes. Donc ils ne vont pas initier des cancers directement, mais par contre, ils sont là pour contribuer à la prolifération de cancers. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a beaucoup de molécules, comme des pesticides ou autres, qui ne vont pas initier des cancers, mais qui vont contribuer à faire proliférer des cellules cancéreuses qui sont déjà dans l'organisme, au lieu de les stopper, en fait.
parce qu'on a aussi des mécanismes qui permettent de bloquer le développement des cellules cancéreuses pour éviter de faire des cancers. Et donc ces mécanismes-là, eh bien, ils peuvent être complètement inhibés par certains perturbateurs endocriniens qui vont, à l'inverse, eh bien, favoriser la division cellulaire et donc contribuer à augmenter la multiplication des cellules cancéreuses. Il y a des substances naturelles comme le soja qui sont des perturbateurs endocriniens, puisque en fait on a ce qu'on appelle des phytohormones qui existent, qui parfois sont utilisés d'ailleurs comme produits de substitution à la ménopause pour que certaines femmes n'aient pas les désagréments liés à la ménopause. Donc il est vrai qu'il existe des hormones végétales qui jouent aussi le rôle d'hormones et qui sont capables aussi évidemment d'aller se fixer sur nos récepteurs hormonaux. Après, c'est encore une question de quantité, c'est une question aussi de... Là, c'est dans l'alimentation, donc bon, c'est des molécules qui effectivement peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens, mais qui sont quand même beaucoup plus limités que les cocktails de produits chimiques qu'on peut avoir. Alors, les études scientifiques menées par les entreprises sont-elles fiables ? Normalement, effectivement, les entreprises, dans le cadre de la réglementation européenne, doivent commanditer des études scientifiques. Ces études scientifiques, elles sont faites à partir de normes bien spécifiques, qu'on appelle des normes OCDE, qui sont les mêmes pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais aussi de l'OCDE, des différents pays qui adhèrent à l'OCDE, de manière à ce qu'on puisse justement comparer les résultats entre eux. Et donc, en principe, ces études sont fiables et la qualité des études et la fiabilité, généralement, est évaluée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qu'est l'ANSES, qui, dans le cadre des procédures d'évaluation des dossiers d'homologation de produits chimiques, eh bien, vérifie tout ça. Donc, au niveau des directives mises en place par les gouvernements, ce ne sont pas les gouvernements qui mettent en place des directives spécifiques, sauf s'ils veulent, par exemple, développer des projets de recherche spécifiques sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est le cas, par exemple, dans les programmes régionaux de santé-environnement. On peut avoir des volets spécifiques sur les perturbateurs endocriniens. Et par contre, au niveau européen, dans le règlement REACH, qui est le règlement qui permet l'enregistrement des substances chimiques sur l'ensemble de l'Union européenne, que ce soit des produits qui sont fabriqués ou des produits importés, là, il y a évidemment des études qui sont obligatoires pour déterminer si les molécules ont des propriétés perturbateurs endocriniens ou pas. Et maintenant, depuis quelques semaines, c'est dans le règlement CLP qui vient s'adosser à REACH. Le règlement CLP, c'est le règlement qui permet de réguler la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques, en adossant une fiche de données de sécurité, de manière à ce qu'on ait une information transparente sur les propriétés dangereuses des produits chimiques qu'on utilise, sur la manière de se protéger quand on utilise ces produits chimiques, et effectivement, on a des classifications maintenant PE, PE1, PE2, en fonction du niveau de preuve des études scientifiques qui sont réalisées sur les substances. Est-ce qu'il y a des personnes particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens ? Alors oui, pour moi, les personnes particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens, ce sont les embryons, les fœtus et les enfants. Pourquoi ? Parce que ce sont des êtres vivants qui sont en plein développement, qui n'ont pas terminé de développer leurs organes, et si à différents moments de la vie, eh bien, on a des interactions avec les processus naturels de développement, eh bien, on peut avoir des malformations, on peut avoir des inhibitions, et on peut avoir des pathologies qui commencent à s'exprimer ou qui s'exprimeront plus tard dans la vie de l'enfant, comme par exemple à l'adolescence ou parfois à l'âge adulte.
Et ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'exposition in utero, c'est un moment vraiment très spécifique de vulnérabilité par rapport aux perturbateurs endocriniens, mais aussi par rapport à n'importe quel autre produit chimique qui n'est pas forcément avec des propriétés PE. C'est le moment le plus important de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut éviter pour diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens? Alors déjà, limiter les aliments qui sont emballés dans des plastiques. Par exemple, il y a une chose qu'il faut absolument éviter, c'est les plastiques dans lesquels on a fait cuire des choses, dans les plastiques soupes dans lesquels on fait cuire ou réchauffer des choses au micro-ondes. Pourquoi? Parce que le micro-ondes, en agitant les molécules d'eau, va dégager une chaleur très importante qui va être capable de faire migrer les phtalates, par exemple, du plastique vers l'aliment. C'est comme ça qu'on a découvert que le bisphénol A, au niveau des biberons, pouvait se retrouver dans le lait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut éviter d'utiliser aussi les films plastiques souples pour l'emballage des aliments. Et puis de façon classique, lorsqu'on veut réchauffer un plat au micro-ondes, on utilise plutôt du verre. Voilà. Après, il y a d'autres perturbateurs endocriniens qui ne sont pas forcément dans les aliments qu'on va retrouver chez soi, hein, dans les chambres à coucher avec les matelas. On a beaucoup de retardateurs de flamme aussi, dont je n'ai pas parlé. Là, pour éviter de s'exposer à ça, il faut enlever les poussières et puis il faut aérer les locaux, par exemple. Bon voilà, il y a des choses qu'on peut éviter. On peut éviter aussi d'acheter des cosmétiques industriels et plutôt prendre des cosmétiques bio. C'est là quand même où on a le moins de produits chimiques. Et puis, au niveau de l'alimentation, de façon classique, éviter de consommer le plus possible des aliments ultra transformés. Essayer de plutôt cuisiner soi-même que d'aller manger des plats tout préparés qui en plus sont dans des emballages plastiques. Voilà. Les alternatives sur le marché, bah oui, en fait quand on découvre des substances qui sont perturbateurs endocriniens avérés, on essaie de les substituer. Le problème c'est que forcément la recherche, quand on recherche des choses, on découvre qu'il y a des nouvelles substances. Et donc on en trouve d'autres, donc c'est tout un raisonnement qu'on doit avoir. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, par exemple sur les pesticides, et les agriculteurs utilisent de moins en moins de pesticides. Donc le fait d'avoir une utilisation raisonnée des pesticides dans l'agriculture, c'est un bon point. Dans l'alimentation, les industriels aussi commencent à réfléchir un peu à modifier un petit peu les emballages et puis les additifs qu'ils vont utiliser dans les denrées alimentaires. Donc tout ça, ça fait partie d'une réflexion et surtout d'une éducation des personnes aux risques que peuvent présenter ces perturbateurs endocriniens. D'où l'intérêt justement d'éduquer les enfants, de leur faire prendre conscience que ça existe et étant informés de tout ça, ils sont capables après d'utiliser leur libre arbitre pour acheter les produits qui vont leur paraître le mieux.